Bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Réussir sa vie, c'est faire ce que l'on souhaite le plus ardemment au monde, d'être fier de ce que l'on a fait du temps qui nous a été donné. Cette émission spéciale du Téléhandicap est fière d'accueillir deux femmes qui symbolisent le dévouement, la compétence, la disponibilité, mais surtout cet amour sincère qu'elle dégage envers les personnes vivant avec un handicap. Il me fait grand plaisir d'accueillir mesdames Yamina Charon et Hélène Derry, respectivement directrice générale du loisir et répit sans limite et monitrice responsable chez Loisirs et Répit sans limite dans le groupe Tandem. Mesdames, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale du Téléhandicap. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, très, très heureux de vous rencontrer dans cette belle émission, surtout que vous dégagez une jeunesse inspirante pour aller de l'avant avec des personnes handicapées, ce qui est déjà encourageant au départ. Je veux commencer avec Madame Charon. Oui. Et on va essayer de mieux se comprendre. Nous connaissons tous les deux, tous les trois, le handicap. On va essayer de le décortiquer chacun à sa manière. La fâcheuse pandémie est venue changer complètement le parcours de votre vie, de l'événementiel avec un petit détour dans l'administration des affaires pour se plonger ensuite dans un tournant de 360 degrés quasiment dans le communautaire et pas n'importe lequel, la santé mentale et les soins palliatifs. Nous avons une petite ressemblance, Madame Charon, tous les deux. Par contre, que s'est-il passé pour faire ce grand saut remarquable dans votre vie? J'avais besoin d'aller plus pour mon travail. J'avais besoin d'avoir une passion. J'avais besoin d'avoir des réalisations concrètes, de faire une différence. L'événementiel, c'est un peu comme ça aussi parce qu'on a un début, on a une fin. Par contre, bien que j'adorais ce métier, avoir une différence marquée dans les familles jour après jour, directement, c'est quelque chose que je recherchais, que j'avais besoin pour avancer, pour me sentir utile. Ça veut dire, vous avez passé de l'administration, vous avez un bac universitaire et vous vous êtes engagé pour aller vivre les émotions. Vous étiez dans le rationnel et vous êtes engagé dans les émotions et pas avec n'importe quel handicap. Qu'est-ce qui vous a apporté ce changement dans votre vie personnelle? C'est une clientèle qui m'a toujours touchée, qui est tellement vulnérable, puis qui a tellement à offrir, qui est tellement attachante. J'avais besoin aussi, j'ai quelques amis qui ont des enfants à besoins particuliers, puis je voyais la détresse et la fatigue des parents. J'avais besoin de leur... quand j'ai approché pour cet emploi-là, j'ai tout de suite su que c'était exactement dans cette voie-là que je voulais aller. J'ai pas réfléchi, j'ai tout quitté. C'est très bien. C'est très bien. Comme je disais, c'est écrit quasiment dans le ciel, disait la chanson. Il y avait en vous, qu'on le veuille ou non, cette étincelle lumineuse cachée quelque part et qui s'est réveillée pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, en donnant le meilleur de vous-même aux enfants handicapés et surtout pour permettre aux parents d'avoir du répit pour continuer à vivre sereinement. À titre de directrice générale de Loisirs et Répit sans limite, voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler en détail de votre organisme inspirant? Bien sûr.
Loisirs et répit sans limite, c'est l'essence de Loisirs et répit sans limite, c'est de faire voir la beauté du monde aux enfants, adolescents et adultes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et ou une déficience intellectuelle avec ou sans handicap, et de donner un répit aux proches, aux parents, aux frères et sœurs qui, malgré qu'ils les aiment d'amour, ont besoin eux aussi d'avoir leur propre vie. On a des enfants, des adolescents, même des adultes qui vont en voyage, qui font des sorties, des sociabilisations, qui découvrent par des expériences enrichissantes la vie pendant que les parents puissent avoir une journée jusqu'à une semaine de repos pendant que leurs enfants s'épanouissent de leur côté. Vous savez, moi, au niveau du répit, je le prends toujours en double sens. On donne du répit aux parents, mais on donne aussi du répit à l'enfant. Parce que l'enfant a besoin d'aller se retrouver avec son monde et les parents ont besoin de se retrouver pour donner cette liberté à cet enfant-là. Mais d'après vous, lequel qui est le plus favorisé dans ce répit? Est-ce que les parents ou l'enfant? Je crois que c'est les deux. Les deux, hein? Eux retirent une grande joie, puis après un répit d'une semaine, ils se revoient, ils sont tellement contents. Les deux ont vécu des belles choses chacun de leur côté. Ils peuvent repartir après ensemble pour, un reposer, l'autre peut-être épuisé de sa semaine, mais ô combien rafraîchissante. Là, je crois que ça fait un grand bien fou aux deux. Je comprends. Je vais aller vers Madame Derry maintenant. On voit la jeunesse dans cette belle émission qui se donne entièrement aux plus vulnérables, ce qui est complètement inspirant et vivant en même temps. Et j'ai vraiment ça, je suis très touché de voir ces deux visages qui se sont donnés pour les personnes vivant avec un handicap. Félicitations. Madame Derry, dans votre carrière aussi, votre plongeon dans la vie des OBNL était dans votre pensée relativement très jeune, avec une clientèle ayant un handicap physique et intellectuel en commençant votre cours en soins infirmiers. Par Oui. contre, par contre, vous vous êtes engagé directement avec les jeunes vivant avec le trouble du spectre de l'autisme. Et on connaît très bien l'importance de ce spectre de l'autisme et les personnes vivant avec ça. Ce que j'aimerais savoir de vous, un certain éclaircissement sur cette dualité de l'autisme regroupant les deux sortes de handicap, mais expliquer aux téléspectateurs la particularité de ce handicap physique qui accompagne cet handicap intellectuel qui est l'autisme. C'est quoi le dénominateur commun avec les deux? Je dirais c'est le besoin d'accompagnement parce que autant on peut être handicapé au niveau physique puis d'avoir certaines limitations dans la mobilité, par exemple, pour faire toutes sortes d'activités au quotidien. Au niveau de l'autonomie, c'est plus difficile. Ben, c'est la même chose au niveau intellectuel aussi ou avec le trouble du spectre de l'autisme. Certaines personnes, autant il y en a qui sont super fonctionnelles, qui sont super autonomes, autant il y en a certaines qu'au niveau de socialiser, de vivre des activités au quotidien, c'est difficile, puis ils ont besoin d'avoir un accompagnement pour vivre toutes sortes de choses. Par exemple, quand on va faire des voyages avec l'organisme ou quand on va faire des sorties, ben, ces jeunes ou ces adultes-là ont besoin d'avoir un accompagnement pour vivre de manière positive l'activité parce que ça peut être trop difficile au niveau sensoriel, ça peut être difficile de se retrouver un peu dans le temps, par exemple, ou d'avoir une interaction sociale avec les personnes neurotypiques qui les entourent dans ces activités-là. Donc, voilà, je pense que les deux, de chaque côté, autant un handicap physique ou un handicap intellectuel, c'est des personnes qui vivent avec certaines limitations. Puis, on essaye de leur faire vivre des expériences positives à travers ces limitations-là. Sur la particularité du côté physique chez une personne autiste.
On connaît très bien, en général, les personnes vivant avec ce spectre de l'autisme sont presque physiquement intactes. Parlez-moi de la partie handicap physique pour une personne autiste. Ça représente quoi? Quelqu'un qui a un handicap physique, mais qui est autiste. Mm-hmm. Je dirais que c'est plus rare. La majorité des personnes qui ont un handicap physique, ça s'accompagne plutôt d'une déficience intellectuelle, mais ça arrive aussi d'avoir les deux regroupés chez une même personne. Puis c'est sûr que c'est un défi supplémentaire parce que la personne doit composer avec ses limitations, par exemple au niveau du sensoriel, puis d'avoir certaines frustrations ou rigidités au quotidien, par exemple, parce qu'elle cherche à faire certaines activités, elle cherche à combler certains besoins au quotidien. Puis avec une limitation physique, ça peut être encore plus difficile de surmonter ces défis-là. Donc, je dirais que c'est vraiment comme un double défi. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est un double défi. Parce que c'est rare. Moi, je connais plusieurs parents ayant un enfant autiste, mais qui est en pleine forme physiquement, en très grande forme. Est-ce que la partie physique, là, ça représente quoi? Un léger pourcentage de 1-2%? Est-ce que ça serait par hasard une motricité, un handicap qui relève de la motricité au niveau de la marche, au niveau de... C'est quoi exactement? C'est léger, c'est peu, mais ça donne quoi comme handicap? Avec la parole, on sait la parole, c'est une autre chose, mais c'est une motricité légère, quasiment non-voyante, on ne la voit pas du tout, là. Ça dépend pour chaque personne. Par exemple, il y a certaines personnes que ça peut relever d'une maladie génétique, par exemple, qui vient avec autant un handicap physique que le trouble du spectre de l'autisme. Donc, qui fait en sorte que la personne peut être quand même très limitée au niveau de sa mobilité, mais aussi avoir un trouble du spectre de l'autisme. Mais il y a aussi des personnes que leur handicap physique découle un peu directement du trouble du spectre de l'autisme, donc au niveau de la motricité, de la démarche. Par exemple, on voit souvent des personnes qui ont un TSA qui vont marcher sur la pointe des orteils. Okay. Toutes sortes de petites choses un peu plus invisibles, comme vous dites, mais autant aussi des handicaps qui viennent un peu plus de tout ce qui se passe avant la naissance, donc au niveau génétique ou qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de la mère. Donc, ça peut vraiment être aussi un grand handicap accompagné du trouble du spectre de l'autisme. Non, mais ça dépend vraiment de chaque personne, là, je dirais. Voilà. Bon, je vais rester avec vous. Vous êtes avec Loisirs et Répit sans limite et vous vous intéressez à la formule loisir au-delà du répit, ce que je trouve extrêmement intéressant après cette grave période pandémique. Voulez-vous nous expliquer un petit peu en détail la spécificité de votre programme? Oui, dans le fond, qu'est-ce qui m'attirait vraiment quand j'ai commencé à travailler chez Loisirs et Répit sans limite, c'est justement, comme vous dites, la formule loisir. Donc, j'ai quand même eu une expérience au niveau du répit, autant à domicile chez certaines personnes avec des besoins particuliers que dans des centres de répit. Puis, c'était vraiment intéressant de donner un répit à la famille, puis en même temps de passer un moment positif avec l'enfant. Mais le côté loisir qui fait la spécificité de Loisirs et Répit sans limite, c'est vraiment important pour moi. Parce que justement, on parle de l'épanouissement des personnes, autant des enfants que des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou autre handicap comme le trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est rare que ces personnes-là ont la possibilité, par exemple, comme on disait, d'aller en voyage, de faire des sorties. C'est des choses qui sont banales pour vous et moi, mais que pour des personnes différentes, c'est des expériences qui vivent moins souvent ou certaines jamais, tout simplement. Puis, on l'a vu, d'ailleurs, récemment, on a fait un mini voyage d'une fin de semaine, puis les parents étaient émus de voir que leur enfant avait accès à cette partie-là aussi de la vie qui est de partir, d'aller faire des activités avec des amis. C'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis, mais que c'est pas tout le monde qui a accès. Puis, pour moi, c'est super important de donner cette possibilité-là à des personnes différentes. OK, c'est très détaillé. Madame Charon, vous désignez dans votre organisme chaque catégorie de votre clientèle suivant l'âge et le diagnostic de la déficience. Donc, vous avez les bouts de chou, un nom très connu que tout le monde connaît.
Mais vous avez aussi un nom qui m'a vraiment attiré, Passerelle. C'est un nom qui me rappelle des souvenirs d'une résidence à Paris qui s'occupe des personnes vivant avec la paralysie cérébrale et qui porte ce même nom, Passerelle. Maintenant, tout d'abord, je voudrais savoir de vous, quel est le ratio d'accompagnement de votre clientèle? Quel est aussi, serait-il par hasard un pour un pour deux? Et quel est le sujet ou quels sont les sujets de vos projets et vos interventions à court, moyen et long terme auprès de vos membres? Parfait. D'ailleurs, Butchou et Passerelle existait il y a quelques années, puis on l'a relancé dernièrement avec Butchou. Butchou, c'est des 3 à 5 ans qui sont avec ou en attente de diagnostic. Habituellement, pour l'organisme, on prenait seulement les enfants qui avaient déjà eu un diagnostic. Par contre, avec le délai dans la santé aujourd'hui, c'est très long à voir un diagnostic. Alors, on a ouvert pour cet automne le groupe des 3 à 5 ans qui sont même en attente de diagnostic, avec les problèmes de garderie aussi. Les parents se retrouvent avec des enfants à besoins particuliers qui ne sont pas acceptés dans toutes les garderies. Alors, on a ouvert le groupe pour être en mesure de leur donner un répit à partir de l'automne, les samedis. Passerelle, c'est nos plus actifs dans nos enfants aussi, qu'on espère garder jusqu'à temps qu'ils vont aller dans Ados en action. Colimaçon Tandem, on a de 5 ans à pas d'âge, ce qui veut dire qu'on a des adultes qui ont 27 ans, déficience intellectuelle, qui n'auront jamais l'occasion d'aller dans nos ados et dans nos adultes parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles, mais ils s'épanouissent toujours, puis on garde les acquis dans Colimaçon Tandem. Nos ados, ils ont beaucoup du trouble du spectre de l'autisme, sont très autonomes. Il y en a qui travaillent, il y en a ils vont à l'école. Eux, c'est beaucoup des activités sportives, des activités de sociabilisation. Ils vont jouer au bowling, ils vont au ice saut, ils font des ateliers de cuisine. Puis ensuite, on a aussi nos adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui sont avec l'organisme depuis qu'ils sont jeunes. Alors, ils ont été dans les groupes de colimaçon tandem et maintenant, ils sont aux adultes. Eux, c'est beaucoup, ils vont manger au restaurant, ils vont faire un pique-nique, ils font des ateliers de cuisine, ils font de l'entraînement. On s'assure qu'ils font des activités d'adultes. Cet été, ils partent 2 semaines en voyage dans un gros chalet dans les Laurentides. Ça va être une semaine d'adultes. Ils vont faire des activités d'adultes. C'est vraiment ce qu'ils ont besoin. Puis ils ont très, 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 très hâte d'ailleurs. Ils en parlent déjà. Donc, on a plusieurs variétés de groupes comme ça. Nos jeunes sont en 1 pour 1. Quelques-uns en 1 pour 2, c'est les moniteurs responsables qui les évaluent et qui font les groupes. Nos ados sont en 1 pour 4 et nos adultes sont en 1 pour 6. C'est vraiment de l'accompagnement, les adultes. La majorité sont en appartement aussi où ils travaillent, alors c'est vraiment plus de l'accompagnement. Mais les jeunes, on est en ratio 1 pour 1, des fois 1 pour 2, mais majoritairement, on est en 1 pour 1. Mais même si je retourne à ce point qui est très important, je vois aucune différence entre un handicap intellectuel et l'autre physique au niveau de ce ratio, 1 pour 1, 1 pour 2, parce qu'une personne vivant avec l'autisme, probablement, a souvent peut-être, vous avez besoin 1 pour agir comme il faut la situation intellectuelle que du côté physique de la paralysie cérébrale à titre d'exemple. On a aussi souvent 1 pour 1 à cause de l'état physique du membre. Là. Ça, c'est juste une idée qui est globale, à mon avis. Je comprends, non? Oui, exactement. Oui, j'ai 90% de mes enfants sont en 1 pour 1. J'ai quelques enfants qui sont troubles du spectre de l'autisme léger, avec un trouble du langage. Ils ont une facilité d'adaptation, puis souvent, on les match avec des amis, d'autres du même âge aussi. C'est mes moniteurs les plus expérimentés. Mais la majorité du temps, ça fait un bout qu'on n'a pas été en 1 pour 2, on est en 1 pour 1. Et lors des sorties, on est toujours en 1 pour 1 pour assurer la sécurité. C'est souvent quand on est dans le local où on est tout près qu'on peut être en 1 pour 2, mais aussitôt qu'il y a une sortie,
Les moniteurs sont en 1 pour 1 et j'ai un moniteur responsable qui n'a pas d'enfant, qui assure la sécurité globale de tous et qui, lors des désorganisations, c'est mes moniteurs les plus expérimentés qui sont moniteurs responsables, qui donnent un soutien aux moniteurs aussi pour aider lors d'une désorganisation ou aider les nouveaux moniteurs. C'est vraiment ça, il assure la sécurité globale, puis il assure que tout le monde a une belle activité. Autant les moniteurs, c'est important pour nous, qui ont du plaisir, puis qui s'amusent dans l'activité avec leurs jeunes, autant que le jeune aussi. Alors, j'ai toujours un moniteur responsable qui n'a pas de jeunes. Madame Derry, je pense que vous avez une clientèle générale de tout âge. Quel est le rapport ou quelle est la quantité des personnes, femmes et hommes ou garçons ou filles parmi votre clientèle? J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Je dirais que c'est pas mal moitié-moitié. Par contre, au niveau du trouble du spectre de l'autisme, c'est beaucoup plus de garçons qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme. On a quand même quelques filles qui ont un trouble du spectre de l'autisme à l'organisme, puis aussi des filles qui sont atteintes d'une déficience intellectuelle, par exemple. Mais c'est pas mal égal, je dirais. Là, je vois pas nécessairement comme un groupe qui ressort plus que l'autre. Mais c'est sûr, ils sont tous au même niveau, ça je suis persuadé, parce que la pensée est toujours la même, chacun dans son réseau à lui, et qui dégage ce qu'il ressent. Et on sait très bien, et vous le savez mieux que moi, l'intelligence chez une personne autiste est incroyable. C'est parfois indéfinissable, vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça fait. Et même parfois, je me rappelle même au niveau de nos membres de Palais Cébral, lors d'un rassemblement ou d'une assemblée, mais ils vous posent des questions, on ne s'y attendait pas du tout. Mais ça pourrait sortir d'où, de quel réseau, de quelle particule de leur cerveau qui nous arrive avec des questions. Et je suis persuadé que les personnes autistes sont d'une intelligence inégalée au niveau des chiffres. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que chaque personne a ses talents particuliers ou ses intérêts particuliers. Là. Donc, il y en a certains pour qui ça va être n'importe quoi, mais les animaux, par exemple, qui vont avoir une connaissance inégalée sur les animaux, puis de savoir chaque détail. Puis, dans le fond, dans mes études, j'ai appris que pourquoi l'autisme est si différent au niveau de l'intelligence. C'est que c'est une façon de l'autisme, dans le fond, c'est une façon que le cerveau se circuite qui est différente de celle des personnes qu'on dit normales. Mais bon, en réalité, on est tous normaux, on est tous uniques, là, mais ce serait une manière un circuit du cerveau qui serait différent, puis qui ferait que certaines informations seraient privilégiées par rapport à d'autres. Donc, peut-être qu'est-ce qui expliquerait les difficultés au niveau social ou au niveau émotionnel chez les personnes autistes, c'est que le cerveau circuite moins dans ces zones-là, mais qui circuiterait plus précisément dans d'autres zones, par exemple sur la mémoire ou les mathématiques, la logique. Donc, c'est une différence au niveau du cerveau. Là. C'est excellent, c'est excellent. Madame Charon, je retourne vers vous. À titre de directrice générale, vous avez une mission, ou je dirais même votre mission, est d'offrir des activités valorisantes aux personnes handicapées qui devient automatiquement du répit aux familles. De plus, votre série des activités est consacrée au bien-être de vos membres. Je prends quelques exemples, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris de notre recherchiste. Vous faites des camps et voyages avec une nuitée, des camps de jour estivales, des journées précises durant la semaine, les journées, si ma mémoire est bonne, le mercredi, le vendredi et parfois le samedi. Mais quel est ce programme? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous organisez pour donner ce bonheur à ces enfants qui sont chez vous, qui viennent passer du temps? Et qu'est-ce qu'ils ressentent, ces enfants, après toute cette participation de votre part à leur égard? Pour les jeunes, lors de la saison scolaire, c'est tous les samedis de 9h à 16h30. Mes ados, c'est un vendredi sur 2 parce que c'est des ados et ils ne veulent pas que ça soit chaque semaine. Alors, on fait une activité un vendredi sur 2. Les adultes, tous les samedis soirs.
et les dimanches gym tous les dimanches. Puis pendant l'été, on met les adultes le mercredi soir, puis ils partent tous en voyage. On a remis cette année les camps de vacances de 3 nuits, 4 jours aussi, un à chaque saison. Puis lors des activités pour les jeunes, on va autant au Centre des sciences, on va autant à IMAX, on va à une ferme, à la ferme Gouillon. On est allé visiter les alpagas il y a quelques semaines. Les enfants ont adoré nourrir les alpagas. On fait aussi pour nos jeunes des fois 2 choix d'activités. Comme ça, un jeune qui a besoin de plus de stimuli ou qui est plus intéressé, à l'exemple, au ice salt, va aller au ice salt, puis l'autre jeune qui aime la piscine et qui a besoin d'avoir plus de calme va aller à la piscine. Alors, on donne aussi, c'est vraiment axé sur les choix des enfants, puis on rencontre les parents aussi, on écoute les activités qu'ils aiment, on fait toujours une rencontre avec les parents pour connaître ce que l'enfant aime. Alors, c'est les moniteurs responsables qui planifient chaque saison, qui planifient le camp de jour. Cette année, ça va être avec moi parce que ça fait quelques mois que je suis à l'organisme. Mais on va planifier le camp de jour ensemble, mais c'est les moniteurs ensemble qui sortent des idées, qui connaissent les jeunes, qui ont toujours des nouvelles idées. Ils font des rallyes photos, ils font des ateliers de céramique eux-mêmes. Qu'est-ce que vous faites d'autre sinon? L'été, on va à la plage. Il y a toujours des gens qui sont surpris quand je dis qu'on va à la ronde parce que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas faire des manèges. Il y en a certains qui aiment pas ça, mais il y en a plein qui adorent justement là, les sensations fortes. On fait toutes sortes de choses, de la cuisine aussi, où est-ce qu'on fait participer chaque enfant à son plein potentiel, des activités d'art, de jardinage, c'est des jeux d'eau, toutes sortes de choses qui viennent chercher les intérêts on essaie de trouver les intérêts de chaque enfant. Puis on a des activités qui reviennent toujours parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est apprécié, là. Exemple comme la zoothérapie, elle revient à chaque session parce que les enfants adorent la zoothérapeute. Elle vient avec un chien, un lapin, un chat. Puis ils ont vraiment beaucoup de plaisir. Alors, des activités comme ça reviennent souvent une fois par saison parce que c'est très, très, très populaire. Puis les enfants, ils adorent ça, puis ils en parlent. Puis on le voit, on le ressent dans les comportements, puis les journées aussi, comment c'est plus facile quand ils aiment l'activité aussi. En terminant, Mme Charon, je sens d'ailleurs l'enthousiasme dans vos réponses et surtout ce sourire que vous dégagez qui est contagieux quasiment à vos membres. Je suis persuadé de ça, là. Maintenant, les parents vivent une vulnérabilité. On rentre dans un sujet extrêmement important. C'est sûr, il y a toujours les membres, mais il y a aussi les parents, parce que vous venez de parler tout à l'heure des parents. Je veux rentrer en détail dans ce sujet. Donc, je suis persuadé pour vous que pour tout handicap confondu, la majorité des parents vivent une vulnérabilité avancée et surtout les mamans, avec tout le respect que j'ai pour les papas, c'est sûr, qui ont souvent laissé leur travail pour s'occuper de leurs enfants en leur gardant à la maison. Maintenant, pensez-vous que le temps est venu de commencer à se regrouper fidèlement et pacifiquement euh, en réclamant un dépôt du projet de loi de la part du gouvernement à une aide financière permanente aux parents qui ont, euh, qui ont laissé tout pour s'occuper de leurs enfants et qui vivent quasiment une pauvreté avancée. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec vous que ces parents ont besoin d'aide. J'ai des mamans monoparentales qui ont beaucoup de difficultés. Par contre, il y a quand même un peu de soutien avec les CIUS. Ils ont quand même ils ont des aides gouvernementales, mais c'est sûr que comme dans n'importe quelle cause, tout le monde en a besoin plus, puis voilà. Ça coûte excessivement cher. Avoir un enfant a besoin. Déjà qu'un enfant, c'est dispendieux de nos jours. Un enfant a besoin particulier, il faut renoncer à beaucoup de choses, surtout si on est seul. Fait que oui, je suis très d'accord avec vous qu'il faudrait qu'il y ait une aide supplémentaire. C'est des battants, ces parents-là. C'est les mamans, là, ils ont une force surhumaine.
Oui. surhumaine. Et vous avez raison, c'est une force surhumaine. Et on la vit avec les personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Surtout quand ils prennent de l'obésité, c'est incroyable, surtout avec une paralysie cérébrale aiguë. Et je dis chapeau aux parents et plus spécifiquement aux mamans. Il faut le dire avec toute sincérité parce que c'est la vérité. Ce que vous venez de dire, ce sont des personnes surhumaines. Madame Charon, Madame Derry, chaque belle chose a une fin. Merci beaucoup pour ce partage d'un sujet qui nous concerne en tant qu'OBNL, mais qui concerne surtout la société valide. À ce moment-là, et avec une réciprocité participative avec cette société valide, nous pourrons dire que cette grande société que nous cherchons à bâtir à l'égard des personnes vivant avec un handicap n'est plus une utopie, mais une réalité vivante et inspirante pour de meilleurs lendemains. Je vous remercie infiniment pour cette belle participation et j'espère vous revoir une prochaine fois en discutant d'autres sujets ou d'autres projets ensemble. Merci beaucoup de nous avoir reçus et de mettre en lumière notre bel organisme. Merci. C'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine. On vous y attend. Merci.